En ce qui concerne l'élection de Donald Trump, il y a un avant et un après Donald Trump, dans le sens où les médias, quand je dis les médias, c'est plus que les médias. Là, vous aviez la totalité des sites, des grands sites, ce que j'appelle les Google, les Amazon, les Facebook, le patron de Twitter, enfin tous les grands patrons de méga sites, etc., qui ont fait campagne définitivement pour Hillary Clinton. Ensuite, vous avez le New York Times, vous avez tous les grands journaux, tous les grands groupes de presse qui ont fait des campagnes spécifiquement pour Hillary Clinton. Il n'y avait que quelques sites, juste quelques sites populistes, hein, parce que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, populistes, hein, vous vous rendez compte, c'est des sites qui plaisent au peuple, hein, c'est grave. Donc il y a quelques sites populistes, eux qui étaient pour pro-Trump, mais c'est juste quelques sites. Donc techniquement, si vous voulez, c'est un peu comme si sur 1000 médias, 999 étaient pour Hillary et il y en avait un qui était pour Donald Trump. Et c'est Donald Trump qui a gagné. Donc, si vous remettez ça en perspective en termes de pouvoir d'influence, hein, de nombre de millions de gens touchés par ces médias, et je ne vous parle même pas des télévisions, je ne vous parle pas de New York Times, du Washington Post et de tous les grands journaux, et surtout de CNN, hein, on a vu ce que ça a donné après, qui balançait des informations contre Trump. Malgré tout ça, il a gagné. Ce qui fait que les grands patrons de médias se sont pris la méga claque de leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant concurrencés par des petits sites, un peu comme vous, qui concurrencez en fait Ouest France, hein, et ça les ennuie, hein, ça les embête, hein, c'est clair, parce que vous balancez des infos qu'eux n'oseront pas, parce qu'il y a tellement de connexions, tellement d'intérêts croisés que du coup, ils donnent plus les infos, sans parler des réseaux maçonniques, des loges maçonniques où ils se retrouvent tous, ce qu'on appelle l'entre-gens, quoi, hein, voilà. C'est la méga claque des médias. Et donc, ils ont mis en place une politique, ils se sont dit, bon, on s'est pris la claque du Brexit. Hein, rappelez-vous, Nigel Farage ne devait pas gagner. Hein, les Anglais devaient rester. Tant et si bien que les traders de la Merrill Lynch sont partis en vacances, ils sont partis en week-end. Hein, ils ont laissé leur position. Et quand ils sont revenus, en fait, le Brexit avait gagné. Ils ont perdu des centaines de millions de dollars parce qu'ils étaient persuadés qu'il n'y avait rien à faire. Donc ils avaient pris des positions, on va dire, gagnantes pour rester dans l'Europe. Ils se sont pris 2 méga baffes. Ils se sont pris une 3e baffe en Italie au mois de novembre, rappelez-vous. C'est Matteo, je crois que c'est Matteo Renzi, le Premier ministre italien, qui a été dégagé à 65 ou 64%. Vous vous rendez compte? C'était en fait, techniquement, c'était un vote de test contre l'Europe. Les Italiens ont voté massivement. Donc là, vous avez un mouvement phénoménal de défiance. Les citoyens ont compris que les médias étaient à la botte des grandes multinationales, qu'ils ne balançaient que les informations des politiques que les multinationales veulent voir et lire. Par définition, on le voit très bien en France, on le voit avec Macron. Hein. Macron, c'est l'exemple même, c'est le candidat de Goldman Sachs. Hein. J'ai été un des premiers à en parler. Mediapart a confirmé que le grand dîner, le premier grand dîner a été organisé à Londres par Goldman Sachs pour financer M. Macron, et c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était en juin, je crois, ou avril 2016. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose, il y a une fracture, et vous voyez cette fracture en ce moment, vous la voyez en France, vous la voyez aux États-Unis, vous la voyez en Italie, vous la voyez surtout en Angleterre, hein, où l'Angleterre qui travaille, qui se lève tôt, a massivement voté pour le Brexit, donnant une claque à à la ville de Londres, etc., où seul, il n'y a qu'eux qui en profitent, hein, techniquement, des frontières ouvertes, blabla, etc. Mais tous les gens qui ont perdu leur boulot parce qu'il a été délocalisé tiens, je vous donne un exemple. En Écosse, le fabricant de hi-fi, de haut-parleurs, d'enceintes Tannoy, il y a des enceintes de grand luxe, hein, de haute fidélité, machin. Ils ont tout délocalisé aux Philippines. Et donc ils ont fermé les usines en Écosse. Et c'est 97 emplois qui ont dégagé. Vous voyez, mais des cas comme ça, il y en a des dizaines de milliers. Donc on est en train de fabriquer une Europe des chômeurs, qui n'auront pas d'argent de toute façon pour acheter tous les produits que ces entreprises continuent à vouloir nous vendre à nous. Le paradoxe, il est là. Attendez, ça a été viable pendant
je veux pas dire pendant 2000 ans, mais presque. Attendez, c'était viable. Est-ce qu'on avait le même taux de chômage en France avant l'Europe? Non. Tout le monde avait du travail. Si vous reprenez les petites annonces des journaux comme Le Figaro, Le Monde, enfin Le Figaro, François même, François, si vous prenez la rubrique emploi, d'accord, ne serait-ce que encore il y a 20 ans par exemple, eh bien, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez nous cherchons électricien, machin, présentez-vous avec l'adresse. Présentez-vous. C'était pas envoyer votre CV, on va en étudier parce qu'on en a trop. C'est présentez-vous d'office. Parce qu'il y avait du travail pour tout le monde et donc les gens reprenez ça. Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes, tout le monde peut venir. Prendre l'emploi de tout le monde techniquement et vous avez même dans cette région vous êtes bien placé pour savoir ce qu'il en est parce que vous fabriquez des navires. Je crois qu'aujourd'hui votre taux de travailleurs détachés de tous les Polonais, Slovaques, etc. qui travaillent dans les chantiers navals à côté à Saint-Nazaire, je crois que vous êtes à 40% ou un truc comme ça, enfin un truc de délire. Mais c'est impensable. Le même gouvernement qui vient vous dire oui, vous avez une femme de ménage mais vous ne cotisez pas à l'URSSAF, et le même gouvernement vous permet d'utiliser des esclaves, parce que c'est comme ça qu'on doit les appeler, c'est-à-dire qu'ils sont détachés mais ils sont payés en Pologne ou en Slovénie ou en Roumanie et ils ne cotisent même pas, enfin c'est scandaleux, c'est purement scandaleux. Mais c'est absolument, c'est une destruction totale de la nation, même, comment dire, de l'économie du pays. Et ça dure comme ça maintenant depuis les accords de Schengen. L'idée, n'oubliez pas, Trump s'est fait élire justement à cause de ça. Vous savez, dans ma liste des licenciements, c'est à cause de celle-là que je suis censuré par Facebook, machin, Le Monde, etc. Dans ma liste de licenciements, vous avez quelque chose de très important, vous avez toutes les délocalisations. Et aux États-Unis, on voyait par exemple Whirlpool, aussi bien en France, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors c'est sous une autre marque aux États-Unis, mais peu importe. Ils ont fermé une usine, je ne sais plus, au Texas ou dans l'Oklahoma, et vous aviez 350 personnes jetées à la rue. Et toute l'usine déménagée au Mexique, juste à la frontière des États-Unis. Voilà. Donc là, les mecs, ils sont payés à 30% ou 20% du prix d'un Américain, mais les mêmes lave-vaisselle sont vendus quand même aux Américains. Voilà. Donc, mais c'est normal que les gens ne sont pas idiots, ils se disent demain, je veux dire, imaginez l'hôtel ici, par exemple, qui fait venir, c'est pas le cas, hein, je précise, mais imaginez qu'il dégage tout le personnel qu'il y a ici et qu'il le remplace par des Roumains ou des Polonais ou des Slovaques ou je sais où, enfin bon bref, qui leur permet de payer juste 20% du salaire. Est-ce que vous regardez le SMIC européen? Regardez les écarts. Le plus bas, je crois que c'est en Bulgarie. Ils sont à genre 300 € par mois. Non mais, vous vous rendez compte? Alors toute la nouvelle génération, elle ne s'en rend pas compte, mais nous, ma génération, je veux dire, moi j'ai vu l'emploi dans les années 70, j'ai vu l'emploi dans les années 80, même dans les années 90, surtout en tant que journaliste, je fais 30 ans que je suis journaliste. Franchement, moi j'ai jamais vu des telles listes de licenciements en 30 ans de carrière. Et ça a commencé juste après l'explosion de Wall Street, hein, précisons-le. Si les Américains tiennent, c'est parce qu'ils volent les richesses des autres pays pour maintenir. Et encore, ils n'y arrivent plus. Regardez les licenciements aujourd'hui aux États-Unis, c'est absolument monstrueux. Ils n'y arrivent plus. Une monnaie de singe, le taux d'échec d'une monnaie de singe est de 100%. Ils ne pourront jamais rembourser leurs dettes. Et d'ailleurs, j'ai vu passer, votre question est extrêmement pertinente parce que j'ai vu passer hier ou avant-hier une information comme quoi Trump envisage effectivement de faire un défaut de paiement de la dette américaine. Je veux dire, chaque Américain qui vient au monde, il a déjà 56 000 $ de dette. La France, les Français, c'est pareil, hein, je crois qu'on est à 36 000. C'est pas mieux. Aujourd'hui, on arrive au bout de 40 ans, 40 années de monnaie de singe américaine, principalement américaine, qui ont détruit le monde. Voilà. Okay. C'est pas compliqué. Même les Européens en sont arrivés à faire de la monnaie de singe. Vous savez, si vous, je dis toujours ça, si vous, avec votre imprimante, hein, vous fabriquez des euros,
hein, ben vous rachetez l'hôtel, vous rachetez la Baule, puis ensuite vous rachetez Saint-Nazaire, hein, puis vous rachetez la Bretagne, puis ensuite progressivement vous rachetez. Mais regardez ce qu'ont fait les États-Unis. Ils ont racheté notre système de poste. Je ne parle pas de la banque postale, quoique je crois qu'ils sont pas loin. Mais ils ont racheté le système. Aujourd'hui, par exemple, si vous envoyez un mandat, hein, c'est pas la Poste, c'est pas la Poste qui vous l'apporte. Ça passe par Western Union. Hein, ça appartient à Blackstone ou BlackRock, je le confonds tout le temps. Est-ce que vous réalisez ça, Western Union? Pourquoi une boîte américaine alors qu'avant c'était le facteur, le bon facteur des pététouilles, hein, comme on disait, PTT, hein, qui apportait avec sa grosse mallette, oui, et on payait la Poste, pas des Américains de BlackRock. Chaque fois qu'un Français est enterré, c'est une grosse multinationale des pompes funèbres du Texas qui prend sa dîme sur chaque cercueil et sur chaque enterrement, via les PFG. Faut le savoir. Est-ce que vous voyez, regardez dans toutes les villes de province, vous voyez autre chose que des Holiday Inn, les Best Western, qui sont une chaîne américaine, de merde en plus, hein, là-bas c'était des trucs de motels au bord des autoroutes. Hein, voilà. Est-ce que vous voyez un système de livraison, on est en Europe, on aurait pu avoir un méga Europe Express, hein, qui livre dans tous les pays, etc. Non, qui vous livre? C'est DHL. DHL qui est un tout petit concurrent, mais c'est surtout Federal Express et UPS. Ils ont pris de la majorité. Moi, je veux dire, l'autre jour, j'étais à Limoges, je vois passer des camions UPS, mais j'ai halluciné, quoi. Ils ont pris ce chiffre d'affaires, si vous voulez. Tout ce qui est service au public a été privatisé, a été pris par les Américains. Et c'est fait en douceur, vous ne le voyez pas. Vous voyez, quand la Poste a vendu son droit de vente de mandat à BlackRock, hein, via Western Union, vous n'avez pas vu les grands titres. La Bourse de Paris a été vendue, elle n'est même plus à Paris aujourd'hui. La Bourse de Paris, les ordinateurs sont à Londres, ils sont dans une boîte à chaussures, et c'est dans la banlieue de Londres. Ça fait quand même des années que j'en parle sur quotidien.com. J'ai commencé à en parler en 2008. J'ai cité dans mon livre 777 le patron de Visa, le vice-président de Visa, pardon, Visa International, qui disait qu'à terme, il vous coûtera plus cher de payer des choses avec votre Visa, en liquide qu'avec votre carte Visa. Et ça, c'était une déclaration qu'il avait faite en 2008. Lui, il donnait l'horizon 2012-2014. Donc vous voyez qu'il y a un plan qui est en route depuis longtemps. Le plan que vous avez vu, que vos auditeurs, lecteurs peuvent télécharger sur mon site, hein, il y a le PDF, vous cliquez. C'est déjà le simple fait que cette étude existe, ça veut dire qu'ils vont le mettre en place, par définition. Suppression totale du liquide. Toujours, bien entendu, à cause des vilains terroristes. Ouais. Comme si le vilain terroriste qui a foncé dans la foule à Nice, avec son camion, moi je rappelle qu'il avait loué avec sa carte Visa, le mec. Hein. Il n'avait pas payé en liquide. Mais ça, vous comprenez maintenant pourquoi je suis censuré? Parce que j'explique tout ça, et que tout ceci, parce que les Américains, si vous voulez, poussent. Dans l'attentat du Louvre, par exemple, le mec qui s'est fait dessouder au Louvre, là, il a pu envoyer de l'argent à l'étranger. Il a envoyé de l'argent à l'étranger la veille, vous vous rendez compte? Donc bientôt, avant d'envoyer de l'argent à l'étranger, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un attentat comme ça, derrière, vous avez une loi qui va tomber pour la suppression du cash. Je signale qu'en Allemagne, vous pouvez payer votre voiture 40 000 € ou 50 000 € en liquide si vous voulez, si ça vous chante. Ici, c'est limité à 1 000 € en cash. Il y a un an, c'était 3 000 €. Il y a 5 ans, c'était, je ne sais plus, 5 000 ou 20 000. Et il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de limite. Vous pouvez acheter votre Rolls-Royce avec une boîte de francs, si vous voulez. Donc vous voyez, ce sont des libertés. À partir du moment où un gouvernement trace tout ce que vous achetez, partout où vous êtes, c'est la fin de nos libertés individuelles les plus fondamentales. C'est ça qu'il faut voir. Alors vous savez, il y a toujours des gens... oui, mais si vous n'avez rien à vous reprocher, d'accord, ok, mais moi j'ai pas envie que mon banquier me suive à la trace et que, enfin je sais pas, c'est un minimum, il y a un strict minimum quoi, de liberté, parce qu'au bout,
au bout, c'est le banquier à votre vie entre ses mains. Il appuie sur un bouton, vous n'avez plus de carte, vous ne pouvez plus prendre les transports, vous ne pouvez plus acheter un billet SNCF, vous ne pouvez plus rien acheter, vous êtes mort. Vous êtes mort socialement. Hein, demandez à tous les interdits chéquiers qui ont déjà fait les frais ce que ça fait de ne plus avoir de carte de crédit pendant un an et demi. Moi j'ai beaucoup de lecteurs qui m'en parlent. Là, c'est tout le monde va être interdit chéquier. Oui. Eh oui. Effectivement. Ah bah oui, c'est vital et ça rejoint ce que j'ai exposé dans mon livre qui est sorti en 2008-2009. Je ne l'ai pas inventé, cette note elle est sortie là, il y a 10 jours de Bruxelles. Elle a été faite uniquement par les Américains. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs, spectateurs à regarder mon analyse sur la revue de presse de cette note parce que c'est vital pour comprendre ça. Oui, ce serait le choléra, la peste, l'invasion de sauterelles. Londres allait perdre 70 000 emplois. La livre sera gravement affectée. Résultat des courses, jamais Londres ne s'est aussi bien porté. Parce que d'une part, la livre était déjà trop chère, hein, donc tout le monde le savait, mais bon. En ce qui concerne, c'était exactement la même chose. C'est exactement les mêmes experts en Angleterre qui vous ont dit hein, que ça va être une catastrophe pour l'Angleterre, qu'elle ne s'en remettra jamais, qui vous ont dit que justement le Brexit ne passera pas, qui vous ont dit que Trump ne passera pas, que Fillon ne passera pas, que Monsieur le maire sera à 15% au niveau des primaires de droite. C'est exactement les mêmes experts. Remarquez bien que les télévisions choisissent les soi-disant experts. D'ailleurs, la plupart du temps, on a vu un expert là, il y a 2-3 jours sur BFM VC, comme je les appelle. Le mec n'avait, un économiste, hein, il n'avait même pas vu la crise arriver. Jamais. Hein, il a dit qu'il allait ça allait durer, seules les banques seraient affectées. Hein, les gens ne seront pas, l'économie ne sera pas affectée. Et le même mec qui vient nous donner des leçons et qui nous explique comment sortir. Vous voyez que ces experts n'en sont pas. Les télévisions choisissent les experts pour donner le message que le patron de la télé veut qu'il soit donné. On l'a vu avec Christine Ockrent. Christine Ockrent hein, nous a expliqué la veille, la nuit des élections, que c'était mathématique, qu'Hillary Clinton allait gagner, qu'on pouvait dormir tranquille, c'était plié. L'euro ne peut pas résister, d'ailleurs, vous le voyez bien. Attendez, comment... La Banque Centrale Européenne avait interdiction formelle de fabriquer de la monnaie de singe, de la planche à billets. C'est marqué dans ses statuts. C'était une volonté impérative des Allemands qui avaient connu Weimar. Hein. Donc la planche à billets, ils ont dit non. Et que s'est-il passé? Pour maintenir l'euro, pour maintenir l'économie européenne, ils se sont mis à fabriquer un peu plus de 80 milliards d'euros de monnaie de singe tous les mois depuis maintenant 2 ans. Donc déjà, rien que ça vous donne déjà une monnaie qui est en train de mourir. Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous trouvez normal que les dépôts d'un Roumain soient garantis au même niveau que le dépôt d'un Français ou d'un Luxembourgeois? Le PIB, si vous voulez, le PIB d'un Roumain, c'est, je crois que c'est 4 000 euros. Le PIB d'un Luxembourgeois, c'est 11 000 ou 12 000 euros. Hein, par habitant, hein, c'est ça que je veux dire. Et pourtant, le dépôt bancaire de ce même Roumain, s'il a 100 000 euros, est garanti au même titre que le dépôt du Luxembourgeois, à 100 000 euros. Donc déjà, vous voyez, déjà il y a une arnaque. On vole le plus grand nombre, les plus riches, pour essayer de rééquilibrer les pauvres. Deuxième chose. Troisième chose, la Grèce et Chypre. Vous avez vu ce qu'a donné l'euro avec des pays qui sont bancals, ou bancaux, hein, c'est le cas de le dire, sans vouloir faire de jeu de mots. Hein, la Grèce aujourd'hui, ça vous montre l'étendue du désastre dans un pays où les gens gagnent genre 300-400 euros et vous avez des prix au café qui sont quasiment les mêmes qu'à Paris ou à Londres, à Athènes. Ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. C'est strictement impossible. Vous avez vu la faillite de la Montepaschi, vous avez vu la faillite virtuelle, mais elle est, enfin quand je dis virtuelle, c'est regardez le prix de l'action
de la Deutsche Bank, de la Montepaschi, de Unicredit, Crédit Agricole, Société Générale. C'était des banques qui étaient à 100 € l'action en 2007 et aujourd'hui elles se traînent à, je sais pas, 8 €, 9 €, 10 €. Donc ça vous montre, si vous voulez, qu'elles ont perdu 90%, si ce n'est la totalité de leur... voilà, ça ne peut pas tenir, c'est pas possible. L'euro est fait uniquement pour tenir l'Allemagne. Ni Nicolas Sarkozy, ni Hollande n'ont de pouvoir sur la politique économique en France. Si vous me donnez votre porte-monnaie, voilà, j'ai votre porte-carte, et maintenant, chaque fois que vous allez faire un achat, ou que vous allez payer un restaurant, vous êtes obligé de demander ma permission. Vous allez m'envoyer un mail, d'accord? Et moi je vais faire une commission. On va se réunir à 12 avec un Estonien, avec un Suédois, avec un Finnois, un Slovène, et puis on va se demander si vous avez le droit éventuellement de prendre un verre de vin ou un fût de champagne, vu le découvert colossal que vous avez. Voilà. Et puis au bout on va dire que vous dépassez vos 3% hein, voilà. Et puis on vous dit non, bah non, vous pouvez pas. Ben, pourtant, aujourd'hui, c'est cette situation. Le portefeuille de la France, il était à Bruxelles. La France, à partir du moment où vous perdez le contrôle de votre porte-monnaie, vous perdez le contrôle de votre économie. Vous imaginez la situation? Vous êtes obligé de demander à moi ou à chacun de vos spectateurs l'autorisation d'acheter un truc ou de faire des investissements sur plusieurs années surtout. C'est surtout ça qui est important. Ou votre politique monétaire. Non, c'est eux qui décident. Je vous rends. Non, mais je pense que c'est vital de comprendre ça, quoi. Il y a deux candidats qui ont la chose. Nicolas Dupont-Aignan, qui a parlé de la suppression de la loi du 3 janvier, qui nous a rendus esclaves des banques privées. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important, ça. Marine Le Pen l'a abordé à plusieurs reprises, mais sa position n'est pas très claire là-dessus. Elle dit qu'elle va faire un référendum sur la sortie de l'Europe. Bon. J'imagine que son référendum répondra. Voulons-nous rester en Europe? Oui ou non? Si dans ce cas, on sort. Ce qui est extraordinaire, parce qu'on nous prend pour des crétins. On nous a dit que ça serait la fin du monde pour le Brexit, mais le Brexit, les Anglais, ils n'ont jamais été dans l'Europe. Ils ont gardé le contrôle de leur monnaie. Ils ont la livre sterling. Et ils ne sont pas vraiment dans la zone Schengen. Vous ne pouvez pas aller en Angleterre comme ça. Vous passez une douane. On vous enregistre, on prend votre passeport, on regarde. C'est pas comme de la France à Belgique, de la France à l'Allemagne, etc. Vous voyez l'arnaque? C'est juste une arnaque médiatique. Et donc finalement... Les Anglais ont gardé le pouvoir, le contrôle de leur porte-monnaie. Ils n'ont pas été suffisamment stupides, comme les Français, pour donner leur porte-monnaie à Bruxelles. Et surtout à la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, qui fabrique de la monnaie de singe à tire-larigot depuis 2 ans. Il y a Dupont-Aignan. Il y a Asselineau, mais bon, je ne sais même pas si Asselineau a ses signatures, donc je veux dire, Asselineau s'active beaucoup sur le web, mais sur le terrain, il n'y a pas un chat, donc ça ne veut rien dire. Non, il n'y a que Dupont-Aignan et Marine Le Pen, aucun autre candidat. Si, Mélenchon, on a parlé. Mélenchon parle de plus en plus de politique monétaire, j'ai lu ça récemment, mais le problème de Mélenchon, comme des autres, c'est qu'ils sont européistes. Donc aujourd'hui, c'est simple, soit vous êtes un féodé, vous dites je suis avec l'Europe, et vous brandissez votre petit drapeau européen. Dans ce cas-là, vous êtes adoubé par Bruxelles, qui va vous soutenir, soit vous êtes un ennemi, et dans ce cas-là, tout est fait pour vous détruire. Comme je parle de planche à billets, je suis censuré de partout. Attends, le mec est inspecteur des finances. Il a fait sa carrière chez Rothschild, Banque Rothschild. Il a fait une partie de sa carrière à l'Élysée sur le fait de comment étrangler la Grèce. Il allait souvent faire des missions à Athènes, par exemple. Mais bon, à la limite, c'est secondaire. C'est un banquier qui, comme toutes les autres banques, a créé cette crise des subprimes, cette grande escroquerie des subprimes. Il ne faut jamais l'oublier. Avec la complicité des agences de notation qui s'appellent Moody's, Fitch, Fitch Ratings et Standard & Poor's. Fitch Ratings, n'oubliez pas, ça appartenait à M. Ledrit de la Chardière, là, celui qui employait Pénélope Fillon. C'est un tout petit monde. Donc Macron, c'est
l'absolu, c'est vraiment l'absolu candidat des banques. Il n'a aucun programme, il a aucun, mais c'est le candidat des banques. Donc si vous voulez voter pour les banquiers qui vont vous voler, moi ça me fait penser, les gens qui votent pour Macron, c'est comme les mecs qui vont se faire, qui sont transformés en esclaves et qui vont voter pour leur maître, quoi. C'est génial, c'est absolument génial, mais bon. Aujourd'hui, tout est possible. Vous savez que même aujourd'hui, vu la situation, ce qui se passe en ce moment, avec Fillon, Macron peut très bien gagner. Hein. Le système qui est en train d'essayer de mettre en place Macron, c'est exactement le même système qui a mis en place, qui a du moins voulu mettre en place Hillary Clinton. Du fait qu'il se soit ramassé, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui toute une assemblée ils vont dire des fausses news, des machins, ils vous disent qui est bon, qui est pas bon, etc. Vous savez, c'est comme les nazis pendant la guerre, là, où on était obligé de porter une étoile jaune. Ah, lui, il est juif, donc il faut qu'il ait une étoile jaune. Vous voyez ? Moi aujourd'hui j'ai une étoile jaune, hein, voilà, qui m'a été décernée par le monde, voilà, et je les emmerde. Non mais c'est extraordinaire d'en arriver là. Vous vous rendez compte à quel point ils ont peur de l'influence des médias comme les vôtres, comme les miens, etc. Au point de délivrer des... Non mais c'est insensé. Vous êtes mignon. Attendez, je vous signale que j'ai commencé la revue de presse en février 2008. En février 2008, de février, mars, avril, mai, juin, vous avez les archives, vous pouvez les retrouver. J'ai annoncé clairement que suite à l'escroquerie énorme des subprimes, Wall Street allait exploser. Wall Street a explosé le 29 septembre 2008. Donc je l'ai déjà annoncé. Là, vous prenez un train en marche. Vous me suivez? Attendez. Depuis ce jour, le 29 septembre 2008, que j'avais d'ailleurs noté dans le livre que vous connaissez, hein, 777, vous assistez à l'effondrement de l'économie. C'est à ça que vous assistez en ce moment. Ça se passe au ralenti. Hein, imaginez le 11 septembre, les tours du 11 septembre, vous les passez au ralenti. Voilà. Au lieu de tomber d'un coup, et vous ralentissez le truc, et puis c'est toutes les listes de licenciements massifs que vous voyez. Tiens, lundi, Deutsche Bank, à nouveau 7000 banquiers qui vont être jetés. Unicredit, 4000 ou 3800, je ne sais plus. Hydra, je ne sais plus quoi, 900. C'est que ça, c'est que des licenciements massifs et ça n'arrête pas. Les licenciements massifs n'arrêtent pas depuis fin 2007. Il y a une accalmie en 2011 et ça a repris en mai 2012 et depuis mai 2012, c'est absolument, ça n'arrête pas. Il y a 1000 mecs qui sont virés chez Unicredit, eh bien, dans la région de Unicredit, il y a 1000 autres mecs qui vont être virés. Les sous-traitants, les mecs qui vendent des fax, des photocopieurs, du papier, des stylos. Vous voyez, il y a 1000 autres mecs qui vont être virés. Et ces 1000 autres mecs vont déclencher 1000 autres. Et cette spirale, elle ne s'arrête pas. Vous ne pouvez pas l'arrêter aujourd'hui. C'est exactement, si vous voulez, l'image que je peux vous donner, c'est quand vous êtes dans votre baignoire. Vous voyez, quand vous videz votre baignoire, vous voyez, vous avez cette espèce de tourbillon. Vous savez, au début, c'est assez lent. Et puis, à un moment donné, tout descend de plus en plus vite et vous avez le tourbillon qui accélère. Bah, c'est exactement la même chose avec les licenciements. Moi, c'est ce que j'ai vu avec mes licenciements. C'est cette espèce de tourbillon qui s'accélère et d'un seul coup. Ou l'image de l'eau que vous faites chauffer dans une casserole. Vous faites chauffer, ça chauffe, il se passe rien pendant, je sais pas, un quart d'heure. Et puis d'un seul coup, pouf, l'eau déborde. Ben voilà, c'est la même chose. Vous avez la Banque Centrale Européenne qui est venue donner un coup de main à la Banque Centrale du Japon et bien entendu à la Fed. Et tous les trois, et plus les Anglais, fabriquent de la monnaie de singe. Donc, plus ils fabriquent de monnaie de singe pour faire léviter le système, c'est ce qui se passe simplement. Aujourd'hui, les cours de la bourse, c'est de la lévitation, c'est un épuisement. Je le dis, avec moi, ma planche à billets, je rachète tout. Hein, mais c'est ce qu'ils font. Ça fait tenir. Mais le problème, si vous voulez, c'est que la planche à billets, la monnaie de singe, détruit les emplois. Elle détruit les emplois parce que tout cet argent qui est fabriqué, il ne va pas dans les poches des petits commerces, des machins. Il va juste pour acheter des actions. Il ne va pas dans la rue. Regardez tous les magasins à louer, à vendre, etc. Les centres-villes qui se vident. J'étais à Vannes, j'ai halluciné avec le nombre de magasins fermés à Vannes. C'était il y a quoi, il y a 2 mois, 1 mois. J'invente rien, vous regardez, vous voyez toutes ces boutiques à vendre qui sont allouées depuis je ne sais pas combien de temps, qui sont recouvertes d'affiches déchirées, etc. Vous voyez un centre-ville, je dis mais c'est pas possible, où est passée ma ville? Où est passée ma ville d'antan, quoi? C'est mort.
Et maintenant, toute la presse régionale en parle. Alors que j'en parlais, moi, j'en parle depuis 5 ans. Là, tous mes lecteurs de la revue de presse sont là pour le confirmer. J'aime beaucoup cette région, et surtout j'adore la Bretagne. Vous avez Brocéliande, la forêt de Brocéliande qui est quand même d'une beauté absolument extraordinaire. Comme vous le savez, mon nom est d'origine serbe, Jovanovic. C'est d'origine serbe. Les Serbes, comme les Bretons, sont extraordinairement nationalistes. Dans le sens nationaliste, ils ont leur origine dans leur cœur. Et ils le revendiquent à travers leurs danses folkloriques traditionnelles, qui sont toujours là, qui sont toujours ancrées. Et il y a énormément de connexions entre les Serbes et les Bretons, je trouve. Vous savez que les Serbes sont le seul pays, avec les Finnois ou les Norvégiens, qui ont résisté aux Allemands, véritablement. Il y a eu vraiment les Allemands n'ont pas envahi la Yougoslavie comme ça, ils ne sont pas arrivés comme en France. Ça a été vraiment une bataille de tous les instants. Ça a duré quand même un certain temps avant qu'ils y arrivent. Il y a une volonté farouche, aussi bien chez les Bretons que chez les Serbes. Il y a vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens toujours bien en Bretagne. Ça, c'est très net. Je ressens pas ce que je ressens en Bretagne, je ne ressens pas à Nice. Ouais. Ça, c'est clair. Ici, il y a une âme, une vraie, où on peut la sentir, je ne sais pas comment expliquer ça. Même les arbres, ils nous parlent. Ils sont beaux, je sais pas, il y a quelque chose. Je sais pas, on a l'impression que même le soleil a élu son domicile ici, sa résidence secondaire, on va dire, c'est comme ça.